Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence en ligne organisée par Coloris sur le thème de la fatigue attentionnelle des étudiants. Donc, nous sommes dans une conférence en ligne réservée aux professionnels de l'éducation supérieure. Alors que vous soyez dans les équipes d'administration, de la direction des études, dans le corps enseignant, soyez toutes et tous les bienvenus. Je vais vous présenter dans un instant mon invité du jour et puis bien sûr les thématiques que nous allons aborder dans cette conférence. Voilà, je voulais aussi également vérifier que les tests techniques fonctionnent. Donc si vous êtes parmi nous, déjà au niveau des participants, n'hésitez pas à venir taper un petit mot de bienvenue, de dégel dans le chat. Donc vous pouvez par exemple nous dire quels sont vos cursus, par exemple, parce que je sais que vous êtes plusieurs, on s'est déjà rencontrés ou alors on s'est déjà parlé dans différents domaines pédagogiques, académiques. Donc, à quel genre de public aussi quel genre d'étudiants vous avez, quel genre de cursus vous proposez, ça peut être intéressant. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre école aussi, si vous en avez envie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser le chat pour laisser des petits mots. Et puis, vous avez également la feature questions-réponses que nous prendrons le temps d'aller regarder tout à l'heure, puisque je vous propose de garder 15 minutes à la fin de nos échanges pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Voilà, et bien sans plus attendre, je vais quand même vous présenter notre thème du jour et surtout mon invité. Comment ça va, Juliette? Déjà, est-ce que tu es bien installée pour cette conférence? Très bien installé, merci, et ça va très bien. Super. Eh Il y a ben, quelqu'un qui n'a pas de son, en revanche. voilà. Alors, on va voir au fur et à mesure nous, le test, on a checké, c'était bon. Écoutez, dites-nous si vous avez un problème de son ou pas. Sinon, je pense que ça vient peut-être de l'ordinateur. Voilà. En tout cas, soyez les bienvenus. Donc, Juliette, toi, c'est bon. Tu as ton petit thé aussi pour rester Tout bien à fait. hydratée pendant. Voilà, Voilà. c'est ma Super. plus belle tasse pour ce webinaire. Eh bien, parfait. Eh bien, c'est parti. Je vais vous présenter le programme. Alors, voilà, c'est parti. Merci déjà de nous accorder 1 heure de votre temps. C'est super. Et vous allez voir, on vous a donné vraiment un programme, j'allais dire alléchant sur un thème qui ne l'est pas forcément, hein, parce qu'on est tous confrontés à ce thème qui n'est pas toujours réjouissant dans notre parcours d'enseignant ou de responsable de la pédagogie. Mais en tout cas, on va s'y atteler avec mon invité du jour. Alors, pour vous expliquer aussi ce qui vous attend à la fin du webinaire, bien sûr, je vous donnerai le lien pour récupérer l'ouvrage, le très bon ouvrage d'Aurélie Jean, Algorithme, bientôt maître du monde. Et vous pourrez bien sûr le récupérer à la fin en nous laissant votre adresse postale qu'on vous l'envoie gracieusement pour vous remercier aussi d'avoir pris le temps de co-construire avec nous cette fresque des écrans ou bien de participer également à notre réunion du jour. Alors, première question que j'ai à vous poser aussi, au-delà du dégel dans le chat, comment vous voyez-vous les effets de la fatigue attentionnelle chez vos étudiants? Comment ça se manifeste en fait? Quels sont les effets que vous voyez chez les étudiants de vos cursus? Racontez-nous dans le chat, car nous prendrons le temps aussi, si possible, dans les questions-réponses ou dans les parcours qu'on abordera, de regarder comment vous aider sur vos problématiques du moment. Et puis, je vais vous présenter dans un instant Juliette, donc pour vous dire également qui je suis et qui se cache derrière ce micro. Donc moi, je suis Flavie Prévost, je suis une ancienne cadre dirigeante. Désormais, je produis des podcasts et des contenus, différents contenus, notamment pour l'EduTech, donc l'éducation autour de la tech, hein, donc souvent des écoles, également Coloris, avec qui j'interviens parce que leur projet m'avait profondément marqué et je vous en reparlerai, je vous raconterai également pourquoi ça m'a marqué en tant qu'utilisatrice. Donc une petite photo spotée en plein usage intensif du smartphone, car d'un côté, je me plains de la fatigue attentionnelle des étudiants quand je donne des cours ou des conférences et que je me retrouve comme vous sans doute face à des forêts d'écrans. Mais de l'autre, je dois plaider coupable sur le fait que je produis également pas mal de podcasts, de vidéos, etc. Donc, je me demande aussi si parfois ça ne rajoute pas à cette guerre de l'attention et à cette fatigue attentionnelle. Donc, on verra qu'on est tous pétris de contradictions. Et en tout cas, depuis que je travaille avec toi, Juliette, notamment, et avec Amélia Matar, la cofondatrice de Coloris, ça a quand même changé des choses dans mon usage des écrans et j'essaye de faire en sorte d'avoir un usage des écrans de plus en plus raisonné et raisonnable. Mais Juliette, c'est toi qui vas être la star de notre conférence parce que c'est toi que je vais passer à la question. Tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et
pour t'introduire, j'aurais aimé savoir, en fait, qu'est-ce qui a fait ton déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager pour un numérique plus responsable et notamment pour éduquer aussi les jeunes adultes, les étudiants à un numérique plus vertueux parce que bon, on va pas se mentir, c'est quand même un combat compliqué Mmh. face aux grands mastodontes du numérique. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours et voilà, qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Oui, avec plaisir. Alors, euh, je vais vous proposer de retracer mon parcours, mais à l'envers, en partant de maintenant et en remontant. Donc, pourquoi en fait j'ai créé cette fresque des écrans? En fait, cette fresque, elle vulgarise tout ce que j'avais appris au sein de mon précédent poste, qui était d'être la conseillère de la présidente de la Commission nationale informatique et liberté. Et j'étais plus particulièrement en charge de toutes les questions d'éthique du numérique. Donc l'éthique, voilà, c'est un grand mot philosophique à la frontière entre le droit, la philosophie qui interroge nos modes de vie en collectivité et notre façon de faire société. Et effectivement, les technologies bousculent considérablement cette manière de vivre ensemble. On détaillera après quelques exemples précis, mais j'imagine que voilà, tout le monde voit à peu près où on veut en venir. Et donc, voilà, je me suis vraiment passionnée pour toutes ces questions. Parmi mes responsabilités, notamment, j'animais chaque année un colloque de réflexion sur l'éthique. Donc, j'ai vraiment brassé un très grand nombre de sujets transversals. Et il Mmh. se trouve que par le passé, mon expérience professionnelle d'encore avant, j'avais travaillé avec Amélia Matar, qui donc est la fondatrice de Mmh. Coloris. On était ensemble au sein de Numa, qui était le premier accélérateur de start-up en France et qui donc était un vivier de réflexion en particulier sur l'EdTech. On est resté très proche avec Amélia lorsqu'elle est partie créer Coloris. J'étais, pour l'anecdote, une de ses premières animatrices bénévoles. Mmh. Et donc, en fait, on a eu l'idée ensemble de créer un format de fresque des écrans pour à la fois, d'une part, sensibiliser le grand public à toutes ces problématiques d'éthique qui sont absolument nécessaires et encore trop peu appréhendées, on va dire, par l'éducation nationale, tout simplement parce que c'est des problématiques qui sont extrêmement modernes et en train Mmh. de se faire. Et donc, on est un peu dépassé aujourd'hui pour appréhender ces sujets. Et d'autre part, l'autre grande compétence qu'on voulait croiser avec Amélia, c'est celle de son expertise à elle d'éducation auprès de jeunes publics. Mmh. Voilà. Et donc après, si je remonte encore sur ensuite pourquoi mon intérêt pour la formation et la sensibilisation, c'est aussi que moi, du coup, j'ai un parcours universitaire bon, qui a plutôt été très chanceux et agréable pour moi, puisque j'ai adoré apprendre. Mmh. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des très beaux concours, puisque je suis passée par l'École normale supérieure et par HEC Paris. J'adore me former et j'adore enseigner. J'ai été donc pendant toutes mes années étudiantes au sein d'un programme de tutorat qui s'appelle Talence, qui vise à aider des lycéens, des bons lycéens dans des lycées défavorisés pour leur donner une égalité Mmh. d'accès à l'enseignement supérieur. Et après, j'ai été prof à IPSUP pour aider des élèves en préparation de concours à diverses méthodes de travail. Mmh. Et en fait, voilà, en parallèle de cette on va dire, colonne vertébrale professionnelle qui est plutôt tournée autour de la technologie. Je viens quand même vraiment du monde de la culture et je suis comédienne semi-professionnelle. Et donc, dans tous les cours que j'ai donnés, j'ai toujours mis de l'intelligence collective, l'intelligence de l'humain et du jeu, du vivre ensemble, de l'être ensemble. Et en fait, je suis profondément convaincue que c'est comme ça qu'on construit des expériences pédagogiques réellement transformantes, agréables et qui laissent un souvenir mémorable aux étudiants. Super, bah, écoute, Voilà. très intéressant ton parcours. On voit bien quand même, toujours un pied dans l'éducation d'une façon ou d'une autre et plutôt de façon militante. Donc on voit combien ça te tient à cœur. Alors, je passais un petit peu en revue, l'état des lieux de Coloris, qui est quand même une boîte déjà très établie dans l'éducation des jeunes enfants, surtout. À quel moment vous vous êtes dit, avec Amélia, «Bon, c'est bien de former les enfants», donc traditionnellement, c'était à partir de l'âge de 3 ans, je crois.
Et maintenant, il faut qu'on s'attaque aux adultes ou aux étudiants. Qu'est-ce qui vous a fait ce déclic, en fait, de se dire, bon, finalement, il faut que je m'attaque aussi à la population adulte concernant l'usage des écrans et du numérique? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, c'est venu d'une demande extérieure. Mmh. Alors, je suis désolée, j'ai pas le nom de la structure qui a sollicité Amélia. Et je sais pas si Amélia est connectée et pourra nous dire, mais le fait est que il y a des gens qui sont venus solliciter Amélia à plusieurs reprises. Je me souviens que c'était lors d'un festival et si je me souviens bien, il y avait un partenariat avec le magazine Chute. Et qui voulait précisément un format pour les ados pour la problématique de l'addiction aux écrans. Mmh. Et en fait, Amélia m'en a fait part et qu'on a réfléchi, on s'est tout de suite dit que c'était une évidence de croiser nos compétences. Mmh. Il faut savoir aussi, bon, c'est une petite parenthèse, mais avec Amélia, on adore, on est vraiment très très investis toutes les deux sur les sujets d'accès aux sciences des enfants aussi, et on adore réfléchir sur des problématiques créatives. Et donc à titre personnel, moi j'avais sollicité Amélia quelques temps avant et on a réalisé ensemble un court métrage pour aider les collégiennes à aimer les sciences. Mmh. C'est un court-métrage qui a gagné un concours sur France 3 et qui actuellement est diffusé sur France 3, qui s'appelle Qui sera le meilleur informaticien. Voilà, c'était parenthèse refermée, mais c'est pour dire qu'avec Amélia, on tape souvent la balle sur comment inventer des nouveaux formats pour aller stimuler la curiosité, l'intérêt des enfants. Et là, en fait, ça nous paraissait une évidence que effectivement notre site principal, c'est les adolescents sur le sujet, mais que pour former les adolescents, en fait, il faut former les adultes parce qu'il y a un mimétisme qui est très fort. Et en fait, on peut pas, on n'invente rien. C'est d'ailleurs Serge Tisseron qui le dit bien mieux que nous dans tous ses livres. Que, en fait, voilà, le meilleur moyen de donner le bon exemple aux enfants, c'est de soi-même commencer par avoir un usage raisonné des écrans. Et en fait, dans la conception qu'on a de la fresque des écrans, dans un monde idéal, ce qu'on aimerait, ça serait que ça soit la jeune génération des adultes qui s'empare du sujet pour aller former la jeune génération des collégiens d'aujourd'hui. Mmh. Et on est vraiment sur une vision intergénérationnelle de réflexion en fait sur notre rapport à nous-mêmes, nos rapports à nos outils et puis notre rapport à notre société. Super. Bon, intéressant, je pense que ça va recroiser pas mal de problématiques de nos intervenants, enfin de nos participants aujourd'hui, puisque je lis encore vos commentaires. Bon, des étudiants fatigués et passifs, des étudiants en défiance aussi sur les médias pertinents à découvrir dans leurs apprentissages. Bon, une partie de nos formats aussi sont maintenant sur des écrans, donc à voir aussi comment on peut aider le corps enseignant à s'adapter à ça. Et puis voilà, beaucoup de parcours post-bac aussi. Je sais que parmi vous aussi, beaucoup d'écoles spécialisées sur des choses comme le journalisme, la communication aussi, qui ont intérêt à vraiment bien former leurs étudiants également sur cette matière du numérique pour en faire des citoyens éclairés. Je pense que c'est aussi votre propos. J'aimerais qu'on regarde également un petit peu quels sont les défis qui attendent justement l'éducation supérieure par rapport à ce sujet du numérique, qu'ils soient dans nos façons d'enseigner ou dans les façons d'absorber qu'ont les élèves. Alors, moi, je suis allée un petit peu enquêter puisque c'est mon travail de podcasteuse. J'ai interviewé certains d'entre vous. Et voilà les principaux enjeux qui ressortent sur votre domaine de l'éducation. Et on va voir comment la fresque des écrans que tu as imaginé aussi pouvait permettre d'y répondre. Premier enjeu que vous m'avez cité, la concurrence croissante entre écoles. Donc, par exemple, on discutait à Audencia avec le nombre d'écoles qui étaient au préalable sur la liste de benchmark du prédécesseur. Il y avait une dizaine d'écoles qui étaient monitorées comme ça sur Nantes pour voir un peu la concurrence. Aujourd'hui, il y en a plus de 27 ou 30, je crois, rien que sur le domaine de Sciencescom, donc l'école spécialisée sur les métiers de la communication et des médias. Donc, on voit que la concurrence s'est accrue dans votre domaine d'éducation supérieure, mais aussi la concurrence de nouvelles formes d'éducation au numérique. Voilà. Et du coup, dans ce contexte, comment rester pertinent par rapport aux concurrents et puis rester attractif aussi par rapport aux étudiants qui peut-être ont aussi une forme de défiance. On parlait de celle des médias, mais sur l'éducation traditionnelle, les parcours longs, puisqu'on parlait de fatigue attentionnelle, est-ce que ce côté snack learning, ça n'a pas un petit peu aussi érodé le capital confiance des étudiants ?
Deuxième sujet, l'expérience apprenant, c'est-à-dire, on a bien vu, je pense, pendant le Covid, et vous avez dû le voir mieux que nous, mais quelle expérience on procure en fait à nos étudiants, au-delà de juste un simple Zoom et puis montrer des cours sur un écran, ou alors d'aller simplement dans un amphi pour voir des cours. Je pense que voilà, tout le monde attend une expérience un petit peu supérieure qui transcende un peu ça. Et comment engager, du coup, encore plus les étudiants qui soient moins passifs et qui soient plus partie prenante de cette expérience. Et enfin, comment laisser une plus grosse part à l'engagement social, sociétal, environnemental, donc l'éthique, la RSE, toutes ces briques qui sont, je pense, venues se rajouter dans tous vos parcours pédagogiques. C'est vrai que moi, à l'époque, quand j'étais en école de commerce, on n'en parlait pas trop. Je pense qu'aujourd'hui, l'impact et tout ça, ça a une grande part. Et surtout, j'ai l'impression que les alumni de demain, ils sont vraiment énormément en demande de ces sujets, et que si ça fait pas partie des briques pédagogiques, j'imagine que les critiques doivent pas mal fuser. Comment tu vois ces enjeux, toi, de l'éducation supérieure, Juliette? C'est toi qui y contribue, en a été un produit et puis quelque part apporte aussi avec la fresque des écrans un service pour régler ces problèmes-là? Oui, je vois 2 niveaux de réponse. Donc le premier, qui est le plus évident, c'est je vais juste répéter ce que tu viens de dire, très bien. Sur le plan éducatif, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est on est à la recherche de formats beaucoup plus, horizontaux, beaucoup plus engageants, beaucoup plus, tournés autour de l'intelligence collective. Et c'est, je pense, pour cette raison que le format des fresques réussit si bien, en particulier dans l'enseignement supérieur, puisque en fait, ça permet de créer un outil qui à la fois amène des connaissances scientifiques sourcées, avec de la discussion, de la réflexion collective. Et en fait, alors j'avais lu une étude là-dessus, mais je suis désolée, je ne pourrais pas redonner le chiffre exact, mais le fait qu'il y a des études qui ont vraiment prouvé que le fait d'apprendre en groupe laissait une trace beaucoup plus longue sur l'apprentissage. Et voilà, je suis à titre personnel absolument convaincue de l'importance de l'expérience humaine, qui est une réponse complémentaire à la technologie qui a aussi de grands atouts. Mais voilà, en tout cas, le fait de se centrer autour des méthodes d'intelligence collective qui permettent en fait à chacun d'aller chercher leur esprit critique, leur capacité d'analyse, et en ce qui concerne le sujet des écrans, leur capacité d'autorégulation. Voilà, ça c'est le premier point que je voudrais soulever. Et le deuxième point qui, moi, me concerne plus directement, qui est du coup la conséquence directe de mes années à la Commission nationale informatique et liberté, qui donc se positionne comme le régulateur de toutes ces nouvelles technologies en France aujourd'hui, enfin même à l'échelle européenne et mondiale dans une certaine mesure. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est absolument nécessaire de former tous les maillons de la société, et en particulier les maillons qui travaillent dans la chaîne algorithmique. Et la chaîne algorithmique, elle peut être très grande, parce que ça peut être les médias, tout ce qui est autour de l'informatique, mais plus globalement aujourd'hui toute l'économie est numérisée, donc on va dire tous les maillons de la chaîne économique. Voilà, de former tout le monde à ces enjeux éthiques. Et donc peut-être que maintenant je peux détailler un petit peu plus ce que c'est, puisque je l'ai décrit assez brièvement tout à l'heure. En fait, l'éthique du numérique, concrètement, ça va être toutes les réflexions autour de comment est-ce que l'homme peut garder sa responsabilité, son libre arbitre et ses choix humains qui façonnent à la fois sa vie individuelle, mais surtout la vie collective, et ne pas laisser ses choix aux mains de machines. Et c'est vrai que en fait aujourd'hui on a l'impression que la machine est parfaitement infaillible. Or en réalité les algorithmes sont construits de manière souvent biaisée, de manière opaque, qui parfois nous échappent, qui peuvent reproduire un grand nombre de discriminations, qui ont un impact écologique absolument non négligeable, qui, on l'a vu, ont profondément transformé l'économie des médias, la démocratie.
Mais là, je sais pas si c'est mon prisme, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout ça, ça nous arrive vraiment de façon hyper frontale, parce qu'avec l'intelligence artificielle et son essor, personne n'arrive à expliquer comment sont créés les résultats. On voit bien sur les médias, les élections, etc., les impacts. Donc, on a l'impression que ça s'accélère aussi ce sujet de la peur algorithmique, ou en tout cas de la construction de ça. C'est On ça, va y hein. revenir parce que tu vas nous raconter ce que Mm, tu mm. mets comme brique derrière ce mot écran, qui est un mot généraliste, mais qui en fait va être disséqué Mm. pour que chaque étudiant s'empare du sujet et un meilleur libre arbitre. Parce que quand même, je voudrais aussi revenir sur ces chiffres qui sont quand même alarmants. Alors, je pense que la plupart Oui, d'entre vous, vous les connaissez. Est-ce que donc je pense que c'est des chiffres aussi qui vous ont donné envie d'agir aussi sur les adultes et donc de créer oui. cette fresque pour essayer d'enrayer ou en tout cas de reprendre le contrôle sur nos écrans. Qu'est-ce qui t'inspire ces chiffres, Juliette? Est-ce que tu peux nous les redonner un petit peu? Oui, alors ça, c'est des chiffres qui sont issus pour la majorité de l'étude nationale qui s'appelle le baromètre du numérique. Donc, Mmh. le dernier a été publié l'année dernière et il témoignait du fait qu'aujourd'hui, on passe quasiment un tiers de notre temps éveillé sur nos écrans. Euh, que les chiffres ont absolument explosé en 10 ans et c'est normal parce qu'on est passé dans une société malheureusement qui a connu le Covid, le confinement, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, les écrans sont devenus absolument incontournables, ce qui pose d'ailleurs un vrai problème de société, notamment par rapport à nos aînés. Et donc voilà, ça, par exemple, c'est un problème éthique, c'est la question de la fracture sociale. Mmh. Et le chiffre des 600 fois par jour montre, alors 600 fois c'est le chiffre le plus récent à date qui est issu du livre de Bruno Patino, euh, donc le président d'Arte qui est très très impliqué sur tous ces Mmh. sujets. Et son dernier livre s'appelle Submersion. Néanmoins, nous, le chiffre le plus scientifiquement sourcé qu'on a trouvé, il est plutôt autour de 220 fois par jour, mais il date de 2014. Donc on peut se Ah dire oui, qu'effectivement, nos c'est une usages éternité par rapport au monde des écrans. voilà. Je pense que Mais donc, TikTok n'existait pas. TikTok n'existait pas. Certaines études montrent que les enfants passent parfois jusqu'à 6 à 7 heures sur TikTok par jour. C'est vraiment effrayant. Et Mmh. donc, 600 fois par jour, en fait, ce chiffre, c'est ce qu'on appelle la technoférence. La technoférence, c'est un nouveau concept qui définit le fait que la technologie interfère dans nos relations. Et déjà, c'est un vrai problème de bien-être pour nous, mais d'un point de vue scientifique, c'est un véritable fléau parce qu'en fait, le téléphone portable souvent va se mettre entre des parents et des jeunes enfants et ça va nuire véritablement au développement du langage des jeunes enfants. Mmh. Et ensuite, après, ça peut. Alors là, c'est un champ qui est beaucoup moins précis, on va dire beaucoup plus encore débattu scientifiquement, mais néanmoins, on peut constater qu'il y a aujourd'hui toute une panique morale autour de notre capacité d'attention. Mmh. Alors nous, la démarche qu'on a eue, on l'a pas encore dit, mais on s'est associé aussi à Marie Danet, qui est maîtresse de conférence Mmh. à l'université de Lille, spécialiste de la place des écrans dans les familles. Et donc, on est vraiment sur une approche scientifiquement la plus vérifiée possible. Et Mmh. donc, nous, on a tendance à vraiment voilà, rester neutre, ne pas diaboliser et on n'est pas pour généraliser le terme d'addiction, ni même le reconnaître. On n'est pas pour créer une corrélation entre écran égale problème d'attention. Pas du tout, parce que les écrans peuvent aussi être source de grands progrès, de liens Mmh. sociaux, de culture, d'apprentissage. Oui, puis de toute Néanmoins, façon, tu parlais de responsabiliser les adultes, les étudiants. Je pense que c'est pas forcément en les diabolisant, que non, ça va voilà, en fonctionner fait, et c'est en plus d'autant plus que les personnes qui sont ici présentes ont intégré les écrans dans leur mécanisme pédagogique. Ça va de soi aujourd'hui, hein, de proposer bien sûr du learning avec des expériences digitales, etc. Alors, tu nous donnes déjà plein de pistes comme ça sur tout ce qu'il faut faire ou pas faire pour lutter contre ces phénomènes. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment tu as construit la fresque des écrans, justement, parce que tu vas apporter des briques d'expertise et des briques scientifiques dont on peut s'emparer, nous aussi, pour mieux appréhender cette question des écrans avec nos élèves. Alors, comment ça se passe, la méthodologie? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans cette fresque des écrans? Parce que, alors peut-être dans le chat, dites-nous aussi si vous avez déjà suivi une fresque du climat, puisque c'est le même dispositif, on va dire, en tout cas dans l'approche pédagogique. Tu en parlais tout à l'heure, Juliette. Comment tu l'as construite, cette fresque?
Alors la fresque, elle est construite en 2 temps. Là, comme le dit cette slide, en fait, il y a 2 formats. On peut faire un format vraiment accéléré pour un public plutôt scolaire, mais le mieux c'est d'être sur un atelier de 3 heures qui permet de explorer un peu plus en détail les enjeux, d'échanger nos expériences. Donc il est constitué de 2 grands temps. Le premier temps, c'est le temps de la restitution scientifique, on va dire, et, euh, et même politique des enjeux, on va dire, problématiques des écrans. Et donc, on va réfléchir en 3 temps qui vont en fait comment dire, être une sorte de démarche personnelle d'interrogation sur nos propres usages. Ok. Le premier temps, c'est le temps de soi avec les écrans. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous, on ne reconnaît pas la notion d'addiction aux écrans, puisqu'elle n'est pas acceptée Scientifiquement? voilà, scientifiquement par l'ensemble des scientifiques. Et néanmoins, il y a un certain nombre de troubles qui sont reconnus. Et par exemple la sédentarité, les problèmes du coup de surpoids qui notamment sont très problématiques actuellement pour les enfants, les problèmes de vue, etc. Je vais pas tous les citer pour laisser quand même une petite surprise pour ceux qui voudraient faire la fresque. Mais voilà, l'idée en gros, c'est de reconnaître tous les symptômes à l'échelle de ses émotions, de son corps, de ses relations, qui peuvent nous alerter sur une trop grande consommation d'écran. Déjà, Ah, l'idée, c'est d'avoir une sorte de scanner ouais. sur, OK, là, en fait, ça commence à faire mal, donc peut-être que je peux interroger mon usage. Et donc ça, c'est les personnes, c'est tous autour de la table, individuellement, on s'interroge, quoi. Il n'y a pas Ouais. un enseignant qui va critiquer un usage intense. C'est l'étudiant lui-même qui va se dire, oui, c'est vrai que je me sens anxieux et c'est vrai que ça peut être un rapport Voilà, avec ma en fait, on consommation essaie de d'écran. procéder par plein de petits jeux Ok. successifs qui permettent à chacun de se positionner sur une échelle et petit à petit, en interrogeant comme ça leur pratique, on espère que ça va poser la petite graine. Et donc, en fait, sur ce premier temps, voilà, va se clore en essayant de repérer, du coup, on va dire, ces voyants rouges pour chacun. Et donc, c'est là qu'on peut commencer à se demander pourquoi, en fait, est-ce qu'on est pris systématiquement dans une envie de revenir, etc., sur nos écrans. Et donc, le deuxième temps, on va vraiment décortiquer ensemble tout ce que veut dire l'économie de l'attention, avec toutes les tactiques qui ont pu être mises en place. On revient assez longuement sur la notion de captologie, qui donc est cette nouvelle science à la frontière entre la psychologie, le design, le marketing, etc., pour nous donner sans cesse envie d'être connectés. Ah, je connaissais pas, mais c'est intéressant pour briller en société, ça, ce mot. Tout à fait. Captologie. Voilà, il y a plein de ça fait aussi un peu trivial poursuite, question générale, de culture générale, pardon, parce qu'on a plein de voilà de petits moments comme ça de Ouais, d'éducation aussi. vocabulaire, d'éducation, de questions sur des faits de société. Donc c'est sûr qu'on apprend plein de choses avec cette fresque. Super. Et voilà, donc ensuite on va interroger tous les effets pervers Mm. dus à ce modèle économique, du type une économie qui fonctionne sur la viralité, du coup sur l'infobésité, sur Les likes, les trucs comme ça. avec une bulle de Mm. filtre. Donc en fait là on commence à comprendre du coup l'aspect systémique qui fait que c'est vraiment difficile. Faut vraiment être dans une discipline quotidienne pour réussir à s'extraire de cette grande essoreuse. Et dans un troisième temps, toujours de cette première partie, ensuite on va vraiment se placer du coup du point de vue des utilisateurs en partant quand même plutôt d'un point de vue jeune adulte ou adolescent. Et Mm. donc on va se placer en fonction du type d'écran, à savoir réseau social, jeux vidéo, plateforme, algorithmes, etc. Euh, Mm. quelles peuvent être les problématiques généralisées à l'échelle de la société. Et donc c'est là qu'on va prendre le temps de creuser plein de Mm. problématiques diverses, enfin, certaines plus que d'autres en fonction du groupe avec qui on va être. Mm. Mais bon, là, en gros, on peut se parler de
discrimination algorithmique, de fracture sociale, de manipulation des élections, de haine en ligne, de cyberharcèlement, de représentation sexiste dans les jeux vidéo, du manque de femmes dans la tech. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y en a aussi, je pense, pour tous les goûts, entre guillemets. C'est-à-dire que des personnes, même qui sont pas gameuses, vont se retrouver. Moi, par exemple, le sujet, que tu décris, discrimination, bulle de filtre, biais dans l'IA et tout ça, me paralyse un petit peu. Donc, ok, intéressant. Donc, vraiment, c'est vraiment adapté au public qui En fait, va. c'est vraiment une vue la plus globale possible sur cette première partie, qui permet ensuite tout à fait à l'enseignant de constituer une séquence pédagogique pour pouvoir ensuite tirer les fils plus précis sur un thème en particulier. Mais en tout cas, voilà, cette première partie, c'est vraiment l'état de l'art de qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, à la fois pour moi, pour mon bien-être, et pour mes relations, et d'autre part pour la société dans laquelle je vis. Et comment tu les mets dans l'action? Pardon de te couper, parce que justement, j'ai une remarque dans le chat où voilà, certains sont sceptiques sur le fait que ça puisse vraiment changer les comportements, ce format fresque. Alors, je pense que, par exemple, sur le climat, c'est assez marquant, peut-être vu l'étendue aussi des comportements à changer. Alors, est-ce que c'est pas un peu pareil dans le numérique? Comment toi, tu les engages à aller vers l'action une fois qu'on a passé le diagnostic? Alors déjà, je tiens à dire que moi aussi, je partage le constat que la fresque du climat est assez anxiogène et qu'on nous laisse un peu sur un panorama vraiment très sombre, sans solution. Et je précise qu'à titre personnel, voilà, je suis aussi animatrice, mais personnellement, moi, je me suis beaucoup plus tournée vers l'atelier d'automne qui justement est orienté solution. Et dans cette fresque, on a vraiment eu envie d'avoir un vrai temps de réflexion et de mise en action. Et c'est donc ce qui se passe dans cette deuxième partie. Et donc la deuxième partie, l'idée, c'est que voilà, maintenant qu'on a en gros fait une ébauche de tous les sujets qui devaient nous interroger sur notre manière de vivre ensemble, on allait ensuite essayer d'aller stimuler cet esprit critique et pardon, je vois que je vais juste devoir remettre ma batterie. Donc voilà, on a en gros le premier temps, c'est de faire une matrice qui nous permet de catégoriser nos usages et de contextualiser vraiment nos usages pour interroger en fait comment dire, le libre arbitre de chacun. Par exemple, si je regarde une série, est-ce que je la regarde avec mes copains un soir où je les ai invités chez moi et on se fait une soirée, ou est-ce que je suis dans le métro et que je regarde comme ça sans regarder où je vais? Il y a même des gens qui regardent leur série dans la rue. Voilà, plein d'exemples différents. Et l'idée, c'est en fait de ramener de la conscience de où je suis, avec qui je suis, quel est mon besoin, etc. Et donc ensuite, petit à petit, on va leur amener plein d'actions. Je vais juste prendre mon chargeur, pardon, pour éviter le Vas-y. Non, mais du coup, je vais aller faire un petit tour sur le chat aussi. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&A, parce qu'on arrive bientôt à la partie questions-réponses. Donc, on y répondra avec plaisir. Intéressant. Et du coup, je vois le cadran envie et utile. J'imagine que c'est là qu'on voudra voir les futurs contenus pédagogiques des écoles qui sont présentes à ce webinaire. Parce que oui, il y a du contenu pédagogique à consommer, peut-être des vidéos, des quiz, des choses, des devoirs à préparer. Et voilà, ça les aide à voir un petit peu la pertinence du contenu versus des choses qui vont faire un peu en mode pilote automatique. Alors moi, juste pour te dire, après avoir suivi une fresque des écrans, parce que moi, j'étais un peu en me disant, bon voilà, moi je suis adulte, je suis dans cette économie de l'attention, je suis podcasteuse, je suis prof, je vois un petit peu de quoi on parle. J'avais l'impression d'avoir un peu le tempérament du sachant. En fait, ça m'a fait quand même changer plein de choses. Amélia, je sais pas si elle est dans la salle, mais on rigolera. Mais moi, j'ai passé par exemple mon portable en noir et blanc par souci de moins être interrompu et addict à ce format-là, d'un point de vue vraiment. Moi, j'ose dire le mot addict. Et j'ai été tellement déprimée pendant la semaine qui a suivi le passage en noir et blanc que vraiment, je me dis que parfois des mini-actions ont un impact énorme sur notre santé et notre santé mentale. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, ça me fait rire parce que on pourrait se dire que ces toutes petites actions vont pas changer notre face du monde, la face du monde et notre usage des écrans, mais en fait, si. Et je trouve ça très intéressant que dans votre approche, vous ayez des mini nudges, des mini actions qui incitent comme ça
prendre la bonne Mais même voie. moi, en tant que conceptrice de cette fresque et qui suis hyper avertie, informée sur le sujet, en fait, vraiment, après, enfin, l'idée générale de cette fresque, c'est de rassembler un outil pour faire de l'éducation, donc on l'a dit, citoyenne, démocratique, technologique, numérique, mais aussi de l'éducation aux émotions. Voilà, on termine le moment de la fresque par un petit cadeau avec un sticker, sa question puissante pour avoir une petite question qui nous permet d'avoir les 2 secondes de délai de réflexion supplémentaire avant de se jeter sur son téléphone. Tu Moi, j'aime tu m'en livreras une palette à Nantes, là. Suis-je en bien. train de me déconcentrer? Parce que Ouais, ouais, bah c'est ça. Non, mais en fait, voilà. Et du coup, pour finir sur mon anecdote, c'est vrai que même moi, je me rends compte, par exemple, il y a plein de choses que j'ai mises en place, que j'ai supprimées. Par exemple, voilà, j'arrive à ne plus aller sur Facebook, ne plus aller sur Instagram, etc. Donc, je suis quand même très protectrice de mon temps. Néanmoins, j'adore être en lien avec mes copines parce que, comme plein de gens, j'ai un besoin de joie, voilà, de connexion, d'amitié. Et je me retrouve parfois à laisser des notes vocales en marchant dans la rue et à mmh, manquer de me faire écraser. Et je me dis, mais comment moi, quoi, mmh, conceptrice de la fresque des écrans, j'arrive quand même encore à être dans des comportements toxiques et dangereux pour moi. Euh, voilà, donc c'est ce genre de petites choses. En fait, on est quand même sans arrêt parasité par une société qui voilà, veut de l'instantanéité, du divertissement à tout moment. Et encore une fois, il y a plein d'aspects sur lesquels c'est super parce que voilà, j'ai plein d'exemples autour de moi et je pense qu'on en a tous de jeunes geeks. Là, par exemple, mon neveu a appris à jouer aux échecs tout seul sur YouTube. Ben, ça, c'est absolument bien génial. sûr. Et oui, mais Néanmoins, voilà, néanmoins, il y a quand même une notion de, voilà, de scroll infini, puisque c'est mmh. une de nos cartes, une de nos notions, un puissant fond, comme l'a nommé Hazar Askin, son inventeur, qui fait qu'on est sans arrêt absorbé. Voilà, ça pose plein de problématiques de santé publique. Si tu me permets une réflexion sur cette fresque des écrans, moi je pense qu'elle a beaucoup de potentiel pour les étudiants pour plein de raisons. Parce que déjà, elle décrit les modèles économiques et je trouve ça intéressant de savoir pourquoi on est le produit. Là, je pense que ça peut déclencher petite envie de révolte aussi chez les étudiants qui vont se sentir plus consommateurs, comme on dit, avoir envie d'avoir plus d'impact aussi dans leur consommation que juste bêtement le produit. Donc ça, c'est malin, je trouve. Et voilà, et aussi peut-être la capacité à mettre tout le monde sur la même table. Les profs, les étudiants, tout le monde mélangé pour aussi peut-être, oui, bah, régler quelques conflits, mais de façon agréable en fait et de façon responsabilisante plutôt que d'avoir d'un côté le corps enseignant qui va dire ouais, les étudiants en ont marre ou derrière leurs écrans, etc. Et puis de l'autre, les étudiants qui se sentent un petit peu infantilisés, alors que même nous, on a ces mêmes comportements au final, hein, parce que on le voit bien dans d'autres contextes qu'on n'est pas forcément l'adulte le moins déconnecté. Est-ce qu'on écoute nous tous quand on va faire une formation professionnelle? Moi, j'ai plein d'amis formateurs qui me disent c'est pareil avec des adultes en fait. Hein, donc très intéressant. Et alors, j'ai une question dans le chat parce que ça y est, on commence à aborder la dernière partie. Comment on fait pour organiser une fresque des écrans? Qu'est-ce que tu préconises? Comment on l'intègre aussi dans un cursus d'éducation supérieure? Alors, il y a plein d'exemples, parce que la fresque, elle commence déjà à être déployée, donc il y a plein de manières de faire. Il y a des écoles qui, par exemple, font des journées de sensibilisation plus générale à l'usage des écrans. Il y a des professeurs, on va dire, plus spécialistes d'une discipline en particulier qui se saisissent de cette fresque pour en faire un outil dans le cadre d'une notion plus particulière sur un cours. Là, dernièrement, on est en train de travailler avec un collectif de profs de philo qui se sont bien emparés de l'outil pour aborder toutes les questions de la vérité, du complotisme, de la liberté, de la démocratie. Et voilà, je suis très contente qu'on réussisse à travailler avec cette cible. Après, ça peut aussi être un super outil, enfin voilà, même de réflexion sur les méthodes de travail des étudiants. Ça, c'est vraiment un sujet aussi personnellement que j'adore enseigner et que j'ai fait vraiment pendant des années. Mais voilà, bien faire prendre conscience aux étudiants que voilà, cette technoférence, elle est réelle, même quand le téléphone est à côté et qu'on ne le touche pas. Le simple fait d'avoir son téléphone à côté de soi fait qu'on a une perte d'attention
Et voilà, donc bien les sensibiliser au fait que si vraiment on veut avoir un temps de concentration, un état d'attention supérieur, il faut vraiment éteindre son téléphone et le mettre dans son sac, voire dans une autre pièce pour vraiment être disponible. Ouais, c'est la Et, grande mode. OK, voilà. ben, intéressant. Alors, de toute façon, je vous avais préparé ça aussi, parce que alors c'est pas évident, on a tellement d'informations là, à chaque fois, j'ai l'impression de te couper, mais je sais que c'est passionnant et On pourrait dire forcément, plein de choses. Et oui, alors je vois juste effectivement par rapport à la fresque du numérique, je ouais, réponds tout de suite à ce commentaire. Donc oui, c'est conçu pour être complémentaire de la fresque du numérique. mmh, On est en lien avec la fresque du numérique et régulièrement on se cite mutuellement. En fait, la fresque du numérique, c'est vraiment comment dire, la déclinaison de la fresque du climat sur l'impact de la fabrication et de la consommation du numérique. d'accord. C'est absolument génial. Néanmoins, c'est uniquement centré sur les aspects écologiques du numérique. OK, Et nous, on est vraiment sur les aspects éthiques. Et donc, en gros, la fresque du numérique représente une carte chez nous et la fresque des écrans représente une seule carte chez la fresque du numérique. Donc, on est d'accord. vraiment à nous deux un panel plus global, mais on n'aborde pas du tout les mêmes sujets. Ouais, exactement. Bah, ça serait intéressant de voir aussi comment vous l'articulez dans vos cursus. Alors justement pour ça, parce que comme c'est encore récent, alors on a plein de demandes. On a fait des fresques, en entreprise, dans des entreprises comme Orange, ce genre de choses. On a plein de demandes aussi, du côté des écoles, alors, l'université de Lille, Audencia, Sciences Po. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un temps d'échange, je pense, avec, alors là, je vous ai mis le calendrier d'Amélia Matar, donc qui a créé, Coloris, pour voir comment vous pouvez l'intégrer et surtout comment vous pouvez la tester. Et je pense que peut-être une première démarche pourrait être d'organiser un test, donc soit avec des étudiants, soit entre encadrants ou entre professeurs. Et puis du coup, ben, ce qu'on vous propose pour les participants de ce webinaire uniquement, c'est d'organiser une fresque avec coloris dans votre établissement au prix de 300 € seulement, ben pour, voilà, pour tester et puis voir un petit peu si cette pédagogie, cette méthode vous donne des idées dans votre cursus. Et donc vous pourrez également vous former et devenir fresqueur, un peu comme, les mêmes méthodologies que la fresque, du climat, pour pouvoir, organiser cette fresque dans votre établissement, sans dépendre, d'autres personnes que vous et puis pouvoir la réorganiser peut-être par trimestre ou par promo. Je ne sais pas un peu comment vous fonctionnez là-dessus. D'après le sondage, là, je vois que vous avez l'air plutôt partant pour l'organiser pour les étudiants ou alors pour tout le monde, hein, c'est-à-dire mettre tout le monde en même temps dans le paquet et réfléchir à nos usages des écrans. Super, est-ce que tu as un autre conseil sur comment l'organiser, techniquement? Enfin, qu'est-ce qui marche bien ou d'autres, best practices, Juliette? Alors, je trouve qu'effectivement, ça peut être une bonne idée de mélanger tout le monde. Là, on va la tester sur un format parents-enfants aussi prochainement avec Amélia. Et Mmh. je l'ai présenté dernièrement au Learning Show, qui est le forum de l'éducation, de la formation, on va dire, professionnelle. Et j'ai eu beaucoup de retours du coup d'enseignants qui voilà, me faisaient part parfois de certains conflits qui peuvent être assez violents en classe avec leurs élèves. Et c'est vrai que ramener cette notion qui est vraiment notre conclusion en fait de quel est le besoin auquel je m'accroche quand j'ai ce besoin compulsif d'aller vers les écrans et de revenir à une intelligence Mmh. voilà de comment je me sens, de quoi j'ai, enfin, de quel est le besoin que je cherche à combler. Et ben en fait parfois ça en fait, c'est ça qui crée le dialogue et la compréhension entre les générations et qui permet déjà le non-jugement parce que Mmh. oui, peut-être que bon, c'est moins vrai, je pense, pour des étudiants dans l'enseignement supérieur, quoique, mais en tout cas, voilà, qu'un collégien ait tout de suite besoin d'aller sur WhatsApp, première chose quand il se réveille le matin, parce qu'en fait, il a besoin d'être en lien avec ses amis. Bon, bah, c'est vrai que si on prend le sujet de, en fait, j'ai envie d'être en lien, parce que c'est ça qui est vivant pour moi en ce moment, et Mmh. ça passe par la technologie, ça permet d'avoir des échanges qui sont tout de suite beaucoup moins crispés. Et par rapport aux méthodes de travail et à la réflexion de jeunes adultes sur dans quelle société ils vont vivre demain, je pense que si c'est voilà, une très bonne manière de Super. créer le débat.
Voilà. C'est un bon moment aussi, je pense que c'est ça. C'est vrai que quand je réfléchissais à vos problèmes dans l'éducation supérieure, il y a un peu ça, hein, l'expérience, c'est ça aussi, c'est passer des bons Mmh. moments entre corps enseignants et étudiants, entre étudiants aussi. Dans les entreprises, ils organisent la fresque des écrans aussi pour se retrouver, parce que tout le monde est en télétravail, tout le monde est derrière ses écrans et tout, donc ça Mmh. fait du bien d'organiser, un atelier in real life, comme disent les jeunes, Mmh mh. pour se retrouver et je trouve ça chouette aussi de passer par en fait, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée à tous les sujets éthiques qui traversent aujourd'hui, les parcours pédagogiques et qui sont un must entre, je sais pas, la représentation de chacun, la non-discrimination, l'IA, l'éthique, l'écologie bien sûr. Donc, je pense que c'est même une bonne porte d'entrée, pour organiser après d'autres fresques. Super et ben écoutez, posez-nous vos questions dans le chat, ce sont les dernières minutes. Heu, je regarderai vos questions dans un instant et puis, Juliette, dis-nous, si, où est-ce qu'on peut, encore se renseigner sur ce sujet, écran, pédagogie, est-ce que Mmh. tu as des ressources en plus à conseiller avant que je vous donne aussi le lien pour Des récupérer le livre de ressources, révision? oui, alors on a, donc déjà, vous pouvez aller sur le site de la Fresque. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, en priorité. Mmh. On a mis en place un Padlet, dont on pourra envoyer le lien aux participants de l'email, si vous souhaitez, où on met, toute une revue de presse et une bibliographie, sur le sujet. Ah! Après, si vraiment le sujet de l'éthique, vous intéresse, vous pouvez aller consulter le rapport de la CNIL. Enfin, chaque année, la CNIL sort un rapport thématique sur une question sectorielle liée à l'éthique du numérique. Mmh. Après, le premier rapport avait été publié en 2017 et s'appelle Comment permettre à l'homme de garder la main. IA et algorithme, comment permettre à l'homme de garder la main. Voilà, il y a un mot très important, enfin un double mot que je n'ai pas cité, mais qui est le principe de réflexivité et de vigilance, Mmh. qui donc est cette recommandation qui est marquée maintenant dans tous les textes de loi sur notre rapport à l'intelligence artificielle. Et donc voilà, c'est vraiment ça que Mmh. nous, on essaye de faire de manière beaucoup plus ludique, simple, commune avec Super. cet outil. C'est bien, tu nous as donné plein de mots pour briller en soirée. Réflexivité et Ouais. vigilance. Voilà, mais c'est pour dire Merci. que vraiment c'est un vrai sujet aujourd'hui dans la loi et que vraiment c'est à nous tous de nous en approprier en tant que citoyens, profs, parents. Heu, Super. voilà. Alors j'apprends le mot Padlet aussi, mais donc Julie, très intéressée par Mmh, l'accès au Padlet. Donc on vous enverra les ressources de toute façon. mmh, À la fin, je vous ferai un mail récap avec le nombreuses ressources que Juliette a citées parce que c'est trop. mmh, C'est mmh trop mh. pour moi et mes capacités de Ouais, clic. ouais. Je me mélange un peu entre les slides, le chat et cetera, mais je vous envoie ça, à suivre et vous aurez accès au replay et bien sûr à toutes les ressources que Coloris a mises en œuvre et à recenser pour vous aider à mieux, lutter contre cette fatigue attentionnelle des étudiants et puis à mieux les aider à reprendre possession de leurs écrans. Eh bien, je vous propose également de flasher ce QR code. Donc, dites-moi si ça fonctionne. Vous arrivez sur un formulaire. Vous n'avez qu'à mettre l'adresse email qui a servi à vous inscrire à ce webinaire et votre adresse postale pour qu'on vous envoie, bien sûr, le livre en cadeau d'Aurélie Jean. Voilà, pour continuer à cheminer dans cette question des algorithmes et puis l'importance des éducateurs que vous êtes, que nous sommes, dans la bonne prise en main de ce monde numérique par ceux qui vont le construire demain quand même, parce que parmi vos étudiants, il y en a quand même une grosse partie qui vont travailler dans des domaines tech ou assimilés, ou dans la communication, dans les médias. Mmh, Donc c'est vrai qu'on se sent une vraie responsabilité en la matière. Donc mmh mh. merci beaucoup, Coloris, pour votre stock de livres. Et puis d'ailleurs, j'ai noté que tu nous as donné d'autres conseils livresques que je pourrais mettre Mmh. dans les prochains cadeaux des prochains webinaires. Tout Comme ça, à on fait, aura une il y en bibliothèque. a énormément. On Ouais, et ben on les retrouve peut dans le faire plein de Padlet. webinaires sur le sujet. On les retrouve dans le Padlet. Eh bien, merci, beaucoup pour votre attention. Juliette, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous donner? Est-ce que quelqu'un peut me dire si le QR code fonctionne également? Comme ça, je serai rassurée pour vous. Et donc Juliette, est-ce que tu as un mot de la fin à nous donner? Écoutez, j'étais ravie, de pouvoir, présenter la fresque et puis, j'espère qu'elle sera, vraiment utile, au plus grand nombre. En tout cas, voilà, nous, c'est dans cet état d'esprit qu'on l'a conçue et voilà, j'espère que oui, peut-être juste, on peut dire, pardon, que, les sujets peuvent sembler,
assez technique, mais en réalité, on a vraiment pré-mâché le travail ensuite pour les gens qui se formeront. Ça vient avec un conducteur, avec énormément d'exemples. Donc, aussi pour ceux qui décideront de se former, faut pas du tout avoir peur sur la prise en main du sujet parce que vraiment, on a vraiment guidé la Ouais, conduite. oui, tu as raison, parce que j'ai oublié d'en parler, mais on le voit sur les photos, mais il y a des cartes, il y a tout ça. Et ça, c'est du matériel que vous avez créé pour coloris et que On a créé du matériel vous de envoyez pour avec les un grand animateurs. point. On a vraiment fait en sorte que ça soit le plus clé en main possible. Donc voilà, vraiment c'est un bel objet parce qu'Amélia a aussi un vrai sens esthétique. Donc voilà, on a vraiment essayé de faire un bel objet qui c'est à la fois plaisant à regarder, de très haut niveau dans le fond et qui crée une expérience humaine enrichissante. Un Voilà. bel objet, une belle équipe, une belle expérience et un bel objectif. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir emmenés comme ça un cran au-dessus sur la compréhension de nos enjeux numériques et donner la possibilité aussi qu'on en soit acteur. Et vraiment, même si vous partez de très loin, comme c'était mon cas avant de travailler sur le sujet, et que vous êtes complètement addict aux écrans ou vous avez des étudiants qui vous semblent complètement addicts, eh bien, je trouve que ça nous fait vraiment énormément cheminer. Un grand merci, Juliette, d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous également en live ou en replay. Et puis, à très bientôt dans vos boîtes mail avec les ressources complémentaires à ce webinaire. Et bonne route dans l'éducation de vos élèves. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.